merci d'avoir repris vos sièges aussi rapidement et de manière disciplinée. Vous êtes plus disciplinés que mes étudiants. C'est parfait. Nous avons depuis une vingtaine d'années un partenariat avec l'Espace Mendes France autour de la Semaine du cerveau. Alors la Semaine du cerveau, c'est une manifestation internationale dans plusieurs grandes villes. En France, on l'a fait à Poitiers depuis 20 ans avec l'Espace Mendes France. Elle a lieu aussi à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Nice. Donc c'est une semaine qui a lieu tous les ans, au mois de mars, traditionnellement la deuxième semaine, de transmission, de partage des thématiques liées aux neurosciences avec ce qu'on appelle le grand public, un mot que l'ancien directeur de l'Espace Mendes France, Didier Moreau, qui n'aimait pas du tout ce mot-là. Il n'y a pas de grand et de petit public. En tout cas, on partage notre point de vue au jour J avec la société. Voilà. Donc on va continuer la soirée avec une courte présentation de Dr Laure Belnou, qui travaille dans notre unité de recherche, qui va vous présenter donc quelques diapositives sur comment, de point de vue biologique, on aborde les questions de la mémoire. Et nous, on le fait forcément par le biais de la modélisation animale. Je vous rassure tout de suite, c'est la modélisation animale. On utilise effectivement des rongeurs dans nos expériences, mais tout ceci obéit à des règles éthiques qui sont de plus en plus strictes à l'échelle nationale, gérée par le ministère de l'Agriculture. On est visité régulièrement par les vétérinaires du gouvernement, mais aussi à l'échelle européenne. Donc c'est extrêmement contrôlé. Et bien entendu, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 100 ans avec les animaux, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un exemple, j'étais m'acheter quelques fleurs, là, parce que c'est le printemps qu'il faut planter, et j'étais dans un magasin que je ne nommerai pas. Il faut croire que je fais que ça, un restaurant et magasin. Et j'ai vu que ce magasin vendait des petits lapins. Eh ben, leurs conditions d'élevage, c'est impensable pour nous d'élever des animaux dans ces conditions où tout le monde passe et tout le monde tapote sur la vitre. Donc je vous rassure tout de suite, on va vous parler de quelques expériences avec les animaux. Mais les animaux sont mieux traités que moi, le directeur de laboratoire, parce qu'ils sont dans des conditions d'élevage avec température constante de 21 degrés et degré d'hydrométrie de pression constante. Ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, avec la crise énergétique, mon bureau il fait 18. C'est froid à 18 quand on est assis, et l'été, il peut faire 35. Voilà. Donc je ne serai pas plus long, juste pour vous dire aussi que la Semaine du cerveau, elle est en France gérée par la Société française de neurosciences, et au cours de cette semaine-là, la Fédération de recherche sur le cerveau recueille des dons. Ça n'ira pas dans ma poche, malheureusement pour moi. Donc il recueille des dons pour financer la recherche. Donc la Fédération de recherche sur le cerveau, elle regroupe de nombreuses fédérations et d'associations de patients que vous connaissez certainement, comme l'association France Parkinson, France Alzheimer, etc. Et ça finance des recherches sur des projets. Et c'est la semaine aussi où on sollicite les dons de la part de la société. Mais bon, on n'est pas là non plus pour vous demander de faire des chèques. Mais il fallait que je vous le dise parce qu'on dépend aussi d'eux. Voilà. Donc je laisse la parole tout de suite à ma collègue, le Dr Laure Belnou. Et je resterai avec vous, je serai un peu l'interlocuteur entre les trois intervenants. Voilà, merci. Merci Mohamed. Donc bonsoir à tous. Alors moi je vais vous faire, comme a dit Mohamed, une très courte présentation sur comment est-ce qu'on peut étudier la mémoire dans les laboratoires de recherche. Et j'ai axé cette présentation sur l'impact du vieillissement sur la mémoire. Donc tout d'abord, je vous ai présenté des différentes courbes de capacité cognitive et les différentes populations qui s'en détachent au fur et à mesure du temps. Alors, capacité cognitive, il y a capacité d'apprentissage, mémoire, capacité à planifier, à résoudre un problème, etc. Donc vous voyez ici sur cette diapositive que 4 populations se dessinent. Donc vous avez les plus chanceux qui n'ont, à partir de 80 ans, aucune perte cognitive. Ensuite, vous avez une deuxième population où vous pouvez observer un vieillissement normal avec une petite diminution des capacités cognitives mais qui n'altère pas votre fonctionnement. Une troisième population en bleu qui présente une déficience cognitive légère. Et enfin, une dernière population qui, elle, là, va présenter un vieillissement anormal et des démences. Et dans cette catégorie, on peut mettre tout ce qui est maladie neurodégénérative, telle que Alzheimer ou la maladie à corps de Lewy. Alors nous, dans nos laboratoires de recherche, ce qu'on veut, c'est étudier la mémoire.
Donc vous pouvez bien vous rendre compte qu'on ne peut pas étudier la mémoire, les trous de mémoire et savoir si quelqu'un est capable d'apprendre un texte et l'animal de réciter un texte. Donc on a différentes façons de faire. Il y a différentes mémoires qui peuvent être testées chez l'animal. On peut tester la mémoire olfactive, on peut tester la mémoire des émotions et on peut aussi tester, donc là j'ai choisi de vous présenter ce test qu'on utilise beaucoup dans les laboratoires de neurosciences. C'est le test de la piscine de Maurice qui permet d'évaluer la mémoire spatiale chez le rongeur. Donc le test de la piscine de Maurice, il a été développé par Richard Maurice dans les années 80 et depuis il est très très utilisé dans les laboratoires de neurosciences. Donc c'est assez simple comme test. Donc la piscine, donc forcément vous avez un bassin ici avec de l'eau opaque et dans ce bassin vous avez une plateforme immergée. Et tout autour de ce bassin vous avez des indices visuels. De telle sorte que l'animal, pour retrouver la plateforme immergée, il est obligé de se faire une carte spatiale. Alors, le but de l'animal, l'eau étant un peu froide quand même, c'est de sortir et de retrouver la plateforme immergée le plus vite possible. Donc on fait plusieurs jours d'apprentissage, donc ça peut aller entre 6 à 8 jours d'apprentissage, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours d'apprentissage, l'animal va mettre moins de temps pour trouver la plateforme. Donc ici, vous avez schématisé, donc ça c'est une souris. Premier jour d'apprentissage, elle tourne un peu dans la piscine, elle met du temps à trouver la plateforme, et au 8e jour, elle y va directement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, comment est-ce qu'on va évaluer que l'animal qu'il a appris où était la plateforme et qu'il a réussi à avoir une borne carte spatiale? On va mesurer le temps que va mettre l'animal pour retrouver cette plateforme. Donc, ce qu'on va avoir et ce qu'on mesure, c'est ce qu'on appelle des courbes d'apprentissage. Donc, vous avez ici les jours, jour 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Là. Et puis ensuite, à chaque jour, on va mesurer le temps de latence pour trouver la plateforme. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure de jours, l'animal apprend. Donc au début, il met entre 50 et 60 secondes pour trouver la plateforme, et à la fin, il met entre 15 et 20 secondes pour trouver la plateforme. Ensuite, une fois qu'ils ont bien appris, on peut tester leur mémoire. Donc soit on teste la mémoire, alors bon, la définition de la court terme et long terme, c'est toujours un peu compliqué. Donc je ne sais pas si la 48 heures est considéré comme un court terme ou pas. Donc on teste la mémoire à différents temps, donc soit à 48 heures, donc vous voyez que l'animal est capable de se souvenir, soit à 4 semaines, et de la même façon, alors il se souvient un petit peu moins bien, mais il est capable de se souvenir également. Il y a une autre façon de représenter les résultats. Ici, vous avez une représentation graphique de la piscine. Vous voyez qu'à 48 heures, donc là, il y a beaucoup de rouge, il passe beaucoup de temps au niveau de la plateforme, et qu'à 4 semaines, il met un peu plus de temps à chercher, et il passe son trajet un peu moins direct. Alors ce test, donc là j'avais axé ma présentation sur mémoire et vieillissement, parce que ce test il est aussi utilisé chez des rats âgés, pour évaluer leur mémoire. Et chez les rats âgés, donc les rats âgés, c'est des rats qui ont entre 20 mois et 24 mois. Et donc quand vous faites ce test chez des rats âgés, comme chez l'homme, alors chez l'homme il y a 4 populations, mais ici il y a 2 populations. Là il y a 2 populations qui se dessinent. Vous avez une population, la noire là, où vous avez l'animal qui est tout à fait capable d'apprendre, et une autre population où l'animal a beaucoup de mal à apprendre, et moi je dirais même qu'il n'apprend pas du tout où est la plateforme. Donc chez les rats, de la même façon, vous pouvez avoir un vieillissement normal, et vous pouvez avoir une autre population avec des déficiences cognitives légères. Alors, alors nous, c'est bien, on a la sortie comportementale, on voudrait savoir ce qui se passe au niveau du cerveau, et surtout au niveau une résolution cellulaire, au niveau de la cellule, ce qui se passe. Il y a une des structures qui est impliquée dans la mémoire, c'est l'hippocampe. Donc ici, vous avez une tête humaine, et là, vous avez l'hippocampe qui est éclairé, ici, c'est une région sous-corticale. Vous avez ici, je vous ai représenté donc le dentagyrus de l'hippocampe avec les cellules marquées de différentes couleurs. Et cet hippocampe, il a une propriété qui a peu de structure à l'âge adulte, c'est-à-dire de structure cérébrale, à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il est capable de générer des nouveaux neurones tous les jours. Et ces nouveaux neurones, là, vous avez une coupe donc ça, c'est des coupes de cerveau de rongeurs. Donc ici, vous avez les cellules qui sont marquées en rouge. Et là, en vert, vous avez les nouveaux neurones. Ces nouveaux neurones qui sont créés à l'âge adulte. Et on sait que ces nouveaux neurones, ils sont importants pour l'apprentissage. Et on sait également que cette neurogénèse adulte, la création de nouveaux neurones tous les jours, elle diminue avec l'âge. Donc pour montrer en fait que cette neurogénèse elle est impliquée dans l'apprentissage spatial,
Il y a un autre outil qu'on utilise beaucoup en science, c'est les souris transgéniques. Donc les souris transgéniques, on peut bloquer des choses ou activer des choses chez elles. Et il y a une souris transgénique qui a été créée dans laquelle on a empêché cette neurogénèse adulte. Donc vous avez ici une coupe de cerveau de souris normale. Donc vous voyez là les cellules noires, c'est des nouveaux neurones. Et la souris transgénique, on a bloqué spécifiquement la création de ces nouveaux neurones dans l'hippocampe et vous avez beaucoup moins de cellules. Et ces souris-là, de la même façon, on les a passées dans le labyrinthe spatial, là, dans la piscine de Maurice. Donc en blanc, vous avez vos souris contrôle et en noir, vous avez vos souris transgéniques. Donc vous voyez, vos souris contrôle, elles sont capables d'apprendre. Elles apprennent bien, donc pareil, elles passent de 60 secondes au premier jour à 10 secondes au 9e jour. Et vous voyez ici que les souris transgéniques dans lesquelles on a bloqué la génération de neurones dans l'hippocampe, vous avez un mauvais apprentissage. Alors, la neurogénèse dans l'hippocampe, la neurogénèse adulte dans l'hippocampe, ce n'est pas le seul substrat biologique de la mémoire. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et une chose qui est importante dans la mémoire, c'est la communication entre les neurones. Il faut une bonne communication entre les neurones. Et dans les années, ça date quand même, dans les années fin 90, début 2000, il y a une étude qui a montré, donc en surexprimant un récepteur chez une souris transgénique qui va permettre l'augmentation de la transmission d'informations entre les neurones, il montre que ces souris-là, ces souris transgéniques, donc ici vous avez en noir les souris transgéniques et en blanc les souris contrôle. De la même façon, on les passe dans le test de la piscine de Maurice. Et ces souris apprennent beaucoup plus vite que les souris contrôle. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Laure. Avec toutes ces expériences, ce quoi Laure elle a travaillé dans ces années de thèse, c'est aussi l'effet du stress dont vous avez parlé. Et justement, le stress va empêcher cette neurogénèse hippocampique, donc ça va agir directement sur la formation des cellules, et aura comme conséquence une mauvaise qualité aussi d'apprentissage. Donc c'est comme ça qu'on peut aborder la mémoire d'une manière très mécanistique. Alors, pas simpliste, mais on est obligé de nous focaliser sur un élément particulier tout en étant conscient que tout ne peut pas être expliqué par une protéine ou par une cellule. Voilà. Donc, juste pour vous donner un overview, comme on dit dans notre jargon, de nos techniques d'apprentissage, de nos techniques de manipulation. Voilà. Donc on va passer à la clinique. Après la recherche expérimentale, on va prendre un peu plus de temps. Merci. Alors, effectivement, j'avais préparé quelques diapos aussi. Alors, je vais essayer de parcourir quelques notions qui sont plus cliniques, effectivement. Je dois vous dire que, en fait, ce que j'ai entendu m'a beaucoup inspiré. Puis, ça fait 2 mois que je tourne autour et je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Par quel bout le prendre, le trou de mémoire. Donc, ça ne va pas être simple. Mais non, c'est vrai que ça rejoint une réalité clinique. Ce que je voudrais, c'est vous montrer qu'il n'y a pas que du moins ou du déficit, ça sera un peu la question. Il y a des productions dans le trou de mémoire, et en particulier neurologique, en clinique, les patients produisent. Et il y a comme une espèce d'obstruction qui est provoquée par le trou de mémoire, celui qu'on vit. Mais apparemment, la pathologie montre que les patients peuvent désobstruer. Et on va essayer de voir comment. Alors, bon, deux plaintes. Hein. Il y a les patients qui ont la plainte cognitive habituelle, le trou de mémoire, justement, j'oublie. Alors, on va passer vite là-dessus. Ça se reconnaît tout de suite en consultation. Il y a les patients qui arrivent tout seuls, qui se plaignent et qui disent « j'oublie ». En général, l'autonomie est conservée. Et je les rassure rapidement en leur disant si vous plaignez que vous oubliez, c'est que vous oubliez pas tant que ça, quoi. Donc on est dans le paradoxe. En général, c'est fonctionnel. C'est typiquement des états de stress ou de burn-out. On peut énumérer plein de choses. En fait, l'oubli n'a pas une signification qui est nécessairement structurelle, qui n'est pas forcément lésionnelle. On peut oublier simplement parce que le cerveau est épuisé.
Il y a tous les organes ont leurs signes de fatigue. Quand vous faites un marathon et que vous êtes essoufflé, des courbatures partout, etc., vous avez des symptômes qui vous disent qu'il faut s'arrêter, mais on n'a pas ce symptôme, on ne connaît pas bien le symptôme de l'épuisement cérébral. L'épuisement cérébral, c'est l'oubli. Donc on oublie par stress, suractivité, etc. Mais c'est un oubli particulier, c'est un oubli qu'on peut donc décrire. Et puis, c'est un défaut d'accès. Donc je vais faire le parallèle avec un autre trouble de mémoire, qui est le trouble de mémoire par amnésie, par atteinte organique. Donc quelqu'un qui a une lésion cérébrale, qui a une amnésie hippocampique, c'est quelqu'un qui ne se présente pas de la même manière. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas. Il est accompagné. La plainte vient de l'aidant. En général, s'il s'en plaint l'aidant, c'est que l'autonomie est justement déjà entamée. Et là, le diagnostic est déjà fait avant de rentrer dans la salle de consultation, en quelque sorte. Et cette fois-ci, ce n'est pas un défaut d'accès, c'est une perte de la trace qui n'a pas du tout la même présentation, pas du tout les mêmes conséquences. Et ce qui est fascinant, c'est que le patient, en fait, justement, il est cohérent, c'est-à-dire qu'il oublie qu'il oublie. Il est donc anosognosique. Voilà, vous savez, ce terme qui désigne la méconnaissance du trouble. C'est-à-dire que, voilà, au cœur des troubles d'origine neurologique, il y a cette anosognosie qui signifie que le patient, en même temps qu'il perd cette partie du cerveau, il perd en même temps la fonction, la conscience de cette fonction, et jusqu'à la mémoire de cette fonction, de telle sorte que on ne peut même pas dire qu'il a perdu cette fonction. Des fois, on a l'impression que le patient n'a jamais eu, il l'a jamais perdu. Il se comporte plus comme quelqu'un qui aurait une sorte d'infirmité motrice cérébrale, vous savez, comme qu'on voit chez les enfants, etc. Donc ça, c'est un premier point. Donc deux types de troubles. Si on compare ça à une pièce, vous voyez, il y a la personne qui peut ouvrir la porte et qui constate qu'il n'y a plus rien dedans. Ça, c'est la perte de la trace. Il n'y a pas de problème d'accès. Et puis, il y a ceux qui se plaignent d'oublier. Il y a tout dans la pièce. On ne leur a rien pris. Mais ils ne peuvent pas rentrer. Ils regardent par le trou de la serrure et ils voient quelque chose, puis autre chose, mais ils ne voient jamais tout en même temps. Voilà, ça, c'est pour l'oubli fonctionnel. Alors, ensuite, on peut arriver rapidement à la bipolarité de la mémoire. C'est-à-dire ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire que la mémoire, c'est pas que du quoi, c'est pas que des choses. Alors il y a des mots, il y a des choses, il y a des savoir-faire. Le cerveau stocke plein de choses. On ne va pas énumérer tous les types de mémoire, mais la mémoire épisodique, c'est plutôt où et quand. Et finalement, ce qui pose problème, c'est pas tant le contenu oublié que le point de vue. Je passe tous les termes techniques, mais qui se réfèrent finalement à la phénoménologie d'Husserl, c'est-à-dire, dans tout ce que je vis, il y a toujours un pôle objectif et un pôle subjectif. Là, on vit effectivement cette situation, cette soirée. Il y a quoi, de quoi on parle, et puis il y a qui, c'est-à-dire d'où on le parle, d'où on le vit. Vous le vivez d'ici, moi je le vis d'ici, etc. Et très clairement, on a le sentiment que ce qui est perturbé dans l'amnésie hippocampique, c'est bien le qui, à différents degrés. On a des patients qui oublient ce qu'ils ont dit, d'autres qui oublient qu'ils l'ont dit, et même d'autres qui oublient qui l'a dit. Donc on a des amnésies de source, avec des erreurs d'attribution. Un patient qui peut dire à sa femme mais tu m'as dit ça, et elle de dire mais non, c'est toi qui l'as dit, et inversement. Donc des erreurs d'attribution qui marchent dans les deux sens. Donc ça nous renvoie tout de suite à Proust, c'est-à-dire le souvenir volontaire et le souvenir involontaire. Donc en fait, c'est une chose de parler de bipolarité entre le pôle objectif et le pôle sujet, mais en fait, il y a une tension entre les deux. Il y a quelque chose qui se passe.
il y a une tension entre le contenu et la source. C'est l'expérience qu'on évoque, c'est le trou de mémoire que développe Proust dans la recherche, le mot sur le bout de la langue, l'angoisse de la page blanche, et puis la fameuse fuite du rêve sous l'effet de la réflexion. Globalement, le souvenir volontaire, on ne l'a pas par l'effort. Donc on n'accepte pas, ça ne marche pas bien, ça s'appelle la remémoration. Et en fait, Proust développe avec, il y a aussi Bergson, etc., l'idée que le souvenir vrai, le souvenir hippocampique, mettons, le où et quand, c'est la réminiscence. Et c'est pas en allant le chercher par des efforts ou un vagabondage mental qu'on va le trouver. C'est plus par une sorte d'immobilisation de l'attention. Ce qui nous arrive tous quand on a tous fait l'expérience, quand on se réveille le matin et quand je mets la main, j'essaye de mettre la main sur mon rêve, il s'enfuit comme un fantôme. Et c'est justement parce que je ne bouge pas, ou même que je me remets dans la position où j'étais, que paf, j'ai une image qui me revient. Et donc elle se donne dans la mesure où je ne la cherche pas. Et on le vit aussi dans la conversation. Tant qu'on cherche le mot, on ne le trouve pas. Et puis quand on reprend la conversation, ou même quand je me lève, des fois je suis en train de bosser, et puis c'est au moment, mais ça c'est quasiment quotidien, c'est à l'instant où, après 1h30 de transpiration sur un sujet, tout à coup je pose tout et je me lève, et là, en allant je ne sais où, paf, ça revient. Et donc, c'est pas efficace, et en plus, si par hasard ils nous reviennent, ces souvenirs, on les déforme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque un souvenir, on le remanie, on le remodèle, on le reconfigure. Et donc, c'est pas une bonne méthode. Et le paradoxe, c'est que les souvenirs les plus oubliés sont les mieux conservés. Donc, en fait, on court après son ombre. Et donc, ça donne le sentiment, en particulier dans le rêve, qu'il y a une relation entre la mémoire et le corps. Certains parlent du rêve comme une espèce d'autre corps, le second corps de Merleau-Ponty. Alors, il y a 2 phases du corps. Je vais faire une petite digression, mais rassurez-vous, ça ne va pas être trop long, j'ai que 10 diapos. Mais c'est vrai qu'on pourrait partir. C'est le problème du sujet. Il y a 2 phases du corps. Il y a le corps vécu et il y a la représentation du corps. Donc le corps est accessible sous une double perspective. C'est un objet un peu particulier. Je peux le vivre de l'intérieur ou je peux le vivre de l'extérieur. Il y a une approche qui est réflexive. Je peux par exemple penser à mes gestes, à mes paroles. Je peux viser le corps comme but. Mais cette approche réflexive, on va dire en 3e personne, elle ne fonctionne pas bien, justement. Elle rappelle un peu ce problème du rêve qu'on n'arrive pas à atteindre et du souvenir. Parce que ça donne lieu à des gestes et des paroles inauthentiques. Quand je pense alors ça c'est Merleau-Ponty, quand je pense mon geste, quand je pense mes paroles, ça ne donne pas grand-chose, le sens est perdu. Inversement, si je vis mon corps de manière naturelle et spontanée, non réflexive, le corps comme moyen et non comme but, plutôt en première personne, de l'intérieur, j'aurai un vécu authentique. Mon corps fonctionne dans la mesure où je ne le pense pas. Mais la contrepartie, c'est que si j'ai le sens, le corps est ignoré, et il est très clair que là, si on me demande de me souvenir des mots et des paroles et des gestes que j'ai eus dans la phrase qui précède, si je vous demande à vous de me répéter mot à mot la phrase que je viens de prononcer, vous n'y arriverez pas. Vous me direz de quoi on a parlé, mais vous n'aurez pas les gestes et les paroles. Alors il y a des pathologies de ça. Il y a des gens qui sont, pour des raisons psychiatriques, fixés dans le corps comme image. Au détriment, au prix du corps vécu. Donc le théâtralisme de ce qu'on appelait la névrose hystérique, qui a changé de nom, mais on voit des personnes qui sont dans la posture.
ça marche à un certain âge, et puis à un autre âge, c'est un peu pathologique. Dans la posture ou l'imposture ou le masque, donc on a ce théâtralisme qui est souvent corrélé à une sorte de vacuité de la personnalité. Et puis il y a une autre forme qui est psychotique, qui est le maniérisme. On a des patients schizophrènes qui sont condamnés, qui n'ont plus le vécu en première personne. Et de manière, cette fois-ci, alors là c'est extrême, de façon authentique, ne peuvent plus que jouer à leur personne. Ils sont l'acteur de leur... Ils ne sont plus que l'acteur de leur personnage. Donc on a une espèce de tension, on ne peut pas vivre le corps à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, comme sujet et comme objet, et puis il y a une sorte de temporalité de la réflexion, il faut choisir entre le rêve et son récit, tout à l'heure on en parlait, entre l'activité et la trace de l'activité. Aujourd'hui on voudrait tout numériser, tout tracer, jusqu'à tuer le rêve, tuer le vécu authentique. En fait, on est en train de... Bon, c'est moi qui parle, là, de tuer l'authenticité, quoi. Et on a des pathologies comme le Parkinson, la maladie de Parkinson, qui sont des oscillations. Le Parkinson, on pourrait parler très longtemps, multiples symptômes qui vont du tremblement aux troubles du comportement au cours du sommeil paradoxal, en passant par les alternances sous DOPA entre mouvements anormaux et hallucinations qui donnent clairement l'impression d'une oscillation permanente entre le corps vécu et le corps représenté. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est une histoire qui n'est pas récente. C'est une histoire qui remonte à notre histoire individuelle, à notre ontogénèse. Tout se passe comme si on avait développé la représentation du corps au détriment du corps vécu. Encore une fois, le corps est accessible sous une perspective assez limitée. Et juste une petite parenthèse qui n'est pas facile à expliquer, mais en fait, on entretient tous l'illusion qu'on se voit. Et Merleau-Ponty en parle très très bien. En fait, non, le corps vécu, je vois mes mains, j'aperçois mon corps, toujours en périphérie, et puis je ne peux pas tourner autour. Ma droite est à ma droite, mon épaule droite est à droite, je ne peux pas la mettre à gauche, je ne vois pas mon dos, et puis pas mon visage. Et mon regard est un inconnaissable absolu. Ça peut paraître surprenant, c'est-à-dire que on est tous convaincus que notre corps, en fait, on le voit. Mais Zazo parle très bien de l'illusion autospéculaire. L'illusion autospéculaire, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte, on croit qu'on voit son corps parce que tout simplement, on n'a jamais eu d'expérience de notre corps en face de nous. Et donc en fait, ce que dit Zazo, c'est qu'on n'a qu'une représentation de notre corps. Donc c'est quelque chose d'assez fragile qui se constitue à travers toutes les représentations. Parce que vous pourriez me dire, mais si quand même, je connais mon corps, je vois, etc. Mais ça passe par des artefacts, ça passe par justement tout ce monde de traces, ce monde de représentation, ce monde de miroirs, de photos, etc. Et donc, on a une sorte de représentation qu'on a construite et qui s'est substituée à quoi? À rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas été présenté à nous-mêmes. Et il n'y a donc pas de... Il n'y a rien qui fasse concurrence à la représentation. Il n'y a pas de présentation. Donc la représentation du corps tient lieu de présentation. Et deuxièmement, cette époque pré-réflexive de la conscience a été complètement recouverte, peut-être et pour cause, par une amnésie, l'amnésie infantile. On ne se souvient pas des premières années de notre vie, peut-être parce qu'on n'avait pas vécu cette réflexivité. Et enfin, encore une fois, je crois que ça reste quand même dans le sujet, la prolifération des images, des représentations qui peuvent vous paraître un peu en dehors du truc, mais quand même, eh bien, entretient le mythe du corps-objet. Je disais, tous les artefacts qu'on utilise et dont on verra qui constituent notre culture et Lacan avait ce mot, il dit... En fait, si on fait proliférer les représentations, les images, c'est pour boucher, pour combler un point aveugle, qui est précisément le corps propre.
Voilà. C'est la contrepartie, cette prolifération des images et des représentations, c'est la contrepartie d'une objectivation impossible. Bref, tout ça pour dire que le corps propre, il n'est vraiment pas un objet pour le cerveau et qu'à la rigueur, s'il y en a un qui entoure l'autre, c'est plutôt le corps qui entoure le cerveau que le cerveau qui entoure le corps. Et donc, mon corps restera à jamais un problème pour mon cerveau. Et c'est pourquoi il est sans doute très vulnérable dans la pathologie. Dernière digression avant de revenir en plein dans le sujet, je crois. C'est une histoire individuelle, mais c'est aussi une histoire collective. C'est-à-dire que finalement, l'histoire de ces représentations qu'on ne cesse d'accumuler, elles sont l'histoire tout court. En fait, l'histoire, c'est l'histoire des représentations, c'est l'histoire de la trace, c'est l'histoire des œuvres d'art. Alors, je parle de Ricoeur parce que c'est quand même extraordinaire. Il lève l'opposition entre ce qu'on croit objectif et ce qu'on croit subjectif. Et donc ça, je fais quand même la digression parce que je crois que c'est remarquable. Il n'y a pas d'un côté le récit historique basé sur des faits et de l'autre côté le récit fictif. La littérature, les romans, etc., qui seraient plus narratifs, etc. Toute histoire est racontée d'un certain point de vue, et il n'y a finalement pas d'autre histoire que l'histoire racontée. Et inversement, une œuvre d'art, un roman, une pièce de théâtre, on ne le lirait pas, on n'irait pas voir une pièce de théâtre si elle était fausse, si elle n'était qu'une représentation, si elle n'était qu'une copie, si elle n'était qu'un duplicata, si on savait, voilà, si ça n'était qu'une répétition, on n'irait pas voir les œuvres d'art. Et donc il y a quelque chose de vrai. C'est une autre vérité, c'est ce que Ricoeur appelle le mythos, la puissance de l'intrigue. On sait que ça va se terminer, mais quand même on y va, on va aller voir ce film parce que l'intrigue est bonne. Et c'est tellement vrai que finalement les œuvres d'art s'insèrent dans l'histoire et deviennent des faits historiques. Elles le deviennent tellement que finalement notre histoire, elle est presque entièrement faite par des artistes. Finalement, l'image qu'on a, excusez-moi encore de cette dernière digression, l'image qu'on a de la Révolution, c'est Victor Hugo. Et on pourrait voilà. Donc c'est vrai que voilà, l'image qu'on a du passé, elle est plus fondée sur l'art que presque les faits objectifs, etc. Ce que je disais, c'est que l'histoire est l'histoire des représentations, c'est l'histoire de la trace. Voilà, donc Ricoeur en fait lève cette opposition entre l'objectif et le subjectif, et il pose une question, et il dit, mais alors, et c'est là qu'il s'agit de désobstruer le trou de mémoire, mais alors le passé est-il définitivement inaccessible ? Faut-il renoncer au passé en personne, pour revenir donc à la mémoire ? Alors, ça peut vous paraître sans doute étonnant, peut-être qu'on ne sait pas, ou alors si vous n'êtes pas étonné, c'est qu'on ne s'est pas compris. Le passé est-il inaccessible ? Je veux dire, oui, le passé, c'est le passé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le passé historique, le passé individuel, le passé de ce que j'ai appris hier, on ne peut pas le revivre. La reviviscence, elle est impossible. Et là, Ricoeur pose cette question. Est-ce que le passé est définitivement inaccessible ? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas du passé qu'on pourrait vivre au présent et qu'on n'a pas bien vu ? Et là, je reviens sur la neurologie, à grand détour pour arriver à la neurologie, parce que je voudrais montrer que le patient, en fait, le patient, il a des signes, mais il est à la fois, il est celui qui désigne, on a parlé de la nosognosie, le patient qui se plaint de sa mémoire, etc. Mais en neurologie, c'est particulier parce qu'il est à la fois l'objet qu'il désigne, il désigne son trouble, mais il est aussi celui qui désigne. Donc il est des deux côtés du signe. Alors évidemment, si on passe par une neurologie qui est la tendance actuellement, c'est toujours à parler de déficit. Vous savez, déficit, ça veut dire en latin, c'est ce qu'on ne fait pas. Encore une fois, je tourne autour du trou de mémoire. Le
Trou quoi? Donc ce qu'il ne fait pas, voilà. Alors qu'on peut combler par des termes, hein, par du jargon. Et donc ça, on le voit, on en parle avec les externes, les internes, les étudiants. L'amnésie, l'apraxie, l'aphasie, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours un A privatif. En fait, tout ça, ça ne fait que combler une ignorance. Ça remplit pas le vide. On ne sait pas de quoi il retourne. Et donc la question qui se pose, c'est de tourner vers une neurologie plus comportementale. C'est-à-dire, au fond, mais qu'est-ce qu'il fait quand il ne fait pas? En partant de l'idée que le patient ne dit et ne fait jamais n'importe quoi. C'est-à-dire que le simulateur, en fait, n'existe pas, ou alors c'est rarissime. Mais le patient, il a tout intérêt à être vrai. Et donc, on ne comprend pas ce qu'il fait. On ne comprend pas ces troubles qu'on va dire praxiques, phasiques, mnésiques, tout ce que vous voulez. Mais il est clair qu'ils visent une intention. On peut les enfermer dans des termes comme hallucination, confabulation, etc. Mais ça ne donne pas la clé. Et donc, au fond, on a envie de dire qu'il faut se rapprocher de cette perspective en première personne. Comprendre le signe, c'est finalement expliciter l'intention du sujet. Donc, c'est vraiment une approche phénoménologique. Alors évidemment, on va dire, et tout à l'heure, j'ai entendu un commentaire dans la pièce tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait dans le trou de mémoire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous pourriez dire, là, on pourrait faire le rapprochement en disant, mais à quoi peut ressembler un trouble dont le patient ne se plaint pas? Comment je sais que le patient est amnésique si lui-même ne le sait pas? Comment fait événement un non-événement? De quelle nature est la trace de la perte de la trace? Donc, quel est le positif dans le négatif? Si on en finit avec le négatif, qu'est-ce qui reste? Donc, je disais, 2 diapos, je crois que c'est bon. Comment imaginer que le cerveau lésé épargne le sujet? Ça, pour moi, c'est une question qui est lancinante. Voilà, on a des patients qui ont des troubles, mal au foie, mal ici, mal par là, etc. Ils ont des plaintes, j'ai des dyspnées, j'ai tout ce que vous voulez, mais là, il peut désigner. Mais quand le cerveau est touché, comment imaginer que le cerveau lésé épargne le sujet, c'est-à-dire celui qui parle? Comment concevoir que le patient conserve une position en surplomb par rapport à son symptôme? Si on abandonne le déficit apraxique, aphasique, amnésique, on va analyser le comportement, on va essayer de faire ce qu'on peut, on va dire, et de fait, il fait à l'envers, il inverse les mots, il inverse le temps. J'y reviendrai. En tout cas, il y a quelque chose, les signes neurologiques ne sont pas des signes, je dirais plutôt que ce sont des destructions de signes. C'est le résultat d'un conflit entre ce qu'il fait et celui qui le fait, ce qu'il dit et celui qui le dit, entre ce que Ricoeur appelle le temps raconté et le temps mis à raconter. Et on a des patients qui ont des troubles de la mémoire et dont on voit clairement que le temps raconté de l'oubli, de l'amnésie, rattrape le temps mis à raconter de l'anamnèse. Donc, on est là tous les deux à discuter, alors oui, vous oubliez, etc., racontez-moi un événement, etc. Et donc on est complètement hypnotisé, focalisé sur ce dont il se plaint, et on ne voit pas que pendant la consultation, en fait, il se passe des choses, et que le patient a des incohérences qui trahissent un empiètement de l'amnésie sur l'anamnèse. Et je donnerai juste cette petite anecdote. J'étais comme ça à vouloir expliciter de manière obsessionnelle un problème d'amnésie. J'avais un patient avec sa fille et sa fille me dit il oublie. Donc c'était typiquement un oubli à mesure. Il se répète, oui très bien, il se répète, mais enfin tout de même vous avez l'air d'être un peu impressionné. Et puis surtout j'étais fasciné par le patient qui lui, je tourne vers lui, mais vous monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi ça va très bien. Comment c'est possible? Comment il pouvait ignorer un oubli à mesure, des fois d'une minute à l'autre? Et là, j'insiste un petit peu, et dos au mur,
cette personne me donne ce témoignage. Elle me dit, c'est la 10e fois que je lui dis, pour lui c'est toujours la première fois. Il ne se répète pas. Par contre, il me dit la même chose, mot pour mot, avec la même mimique, les mêmes gestes, la même intonation, la même énergie. Il peut me raconter la même chose 3 fois avec l'enthousiasme de la première fois. Je suis comédienne, me dit-elle. C'est tellement identique que ce n'est pas possible. C'est comme si je revivais la scène, comme si on avait rembobiné le film, qu'on faisait marche arrière, sauf que là, c'était vrai. Et un autre commentaire de notre patient, on a l'impression de voir 2 personnes. Et j'ai eu un autre commentaire qui était, j'ai l'impression de voir un frère jumeau. Et donc, là, je vous renvoie à Deleuze, non pas répétition. Il n'y a pas répétition du contenu, il y a juste réitération du sujet. Le patient dit un truc, ferme la porte, revient, et dit avec la même mimique, le même ton, etc. Et c'est un autre. Et d'ailleurs, si je ne pourrais pas développer, mais le patient va rapidement développer des sensations, etc. Et donc, du point de vue du témoin, ce n'est pas une expérience de répétition, c'est une expérience de sosie, c'est une expérience de reduplication, c'est une expérience de déjà-vu. Et déjà-vu, ce n'est pas suffisant, parce que déjà-vu, ça signifierait qu'on a déjà vécu le déjà-vécu. Mais en fait, le déjà-vécu est une expérience qu'on n'a jamais vécue. On n'a jamais vécu le passé qui revient. C'est une expérience traumatique, en fait. Le témoin est marqué, c'est-à-dire qu'en fait, comme dit Maldinet, la perte d'un objet ne fait pas événement, c'est autre chose qui fait événement. Quelque chose qui marque la mémoire, c'est les patients, les témoins de l'amnésie, ils ne s'arrêtent pas. Ils vont raconter une anecdote avec beaucoup de détails. Ils peuvent dire où et quand ça s'est passé, etc. Parce que c'est une expérience traumatique. En fait, ils font une expérience traumatique. Après, ils passent par-dessus parce que quand même, voilà. Mais quand on en parle en détail, c'est une expérience de reviviscence. En fait, c'est le passé en personne. Et on va terminer par ça. Donc, après le temps perdu, à chercher, combler, trouver, accéder à la mémoire, etc. Alors là, j'en parlais tout à l'heure, Heidegger. Alors Heidegger, c'est compliqué, je ne sais pas si j'arriverai à en parler, mais il y a quelque chose de fort derrière ça. Alors, j'ai adoré tout à l'heure la référence à la mythologie, parce qu'effectivement, il est question de l'été, et il est question avec Heidegger d'alétheia, c'est-à-dire des obstructions. L'amnésie de l'amnésie provoque une production. Il y a tout ce qui est rétrospectif, il y a tout ce qui est en surplomb, il y a tout le temps raconté, tout ce qu'on peut qualifier, tout ce qu'on peut nommer, l'oubli, l'amnésie, tout ce que vous voulez. Ça, c'est rétrospectif. Un récit de rêve, mais un récit de rêve, c'est pas le rêve. Et ça, c'est ce qu'Heidegger appelle l'être en avant de soi. En fait, on est en avant. Enfin, quand je parle de quelque chose, c'est qu'il est derrière, c'est que je le domine. Sinon, si on est dans la Wahnsstimmung de la folie, on balbutie, on est dans l'étrangeté, on n'a pas les mots. Ce dont on parle, on le domine, c'est rétrospectif, c'est derrière, c'est mort. Mais ce dont parle Heidegger, c'est voilà, l'amnésie de l'amnésie. Cette fois-ci, ça fait écho à tous ces comportements de patients qui se mettent à produire, qui se mettent à halluciner, qui se mettent à délirer, à confabuler. Ils ont des productions qui sont fascinantes, comme si leur mémoire, elle n'était pas derrière eux, comme s'il ne s'agissait pas d'accéder à quelque chose. Elle est devant eux, ils courent derrière leur mémoire. C'est prospectif. Et ce n'est pas un récit de rêve. Le rêve est vécu physiquement, corporellement. Et on a l'impression d'un être en arrière de soi. Et alors c'est Henriet qui dit le patient, là on tombe sur la vraie temporalité, le temps. Non pas le temps spatialisé, vous savez, la flèche du temps, etc., avec un début, une fin, celle on peut retourner, on peut aller dans le futur. Non, avec Heidegger, on est dans le temps absolu. Et là, ce temps absolu, c'est l'expérience de l'hallucination authentique. C'est-à-dire que le patient halluciné ou le patient confabulant est en retard par rapport à sa conscience, si j'ose dire, ça reste à prouver, mais
il nous met en retard. Parce qu'un patient qui court après un chat dans le couloir, je cherche le chat. Avant de me retourner vers le doigt qui pointe le chat et de me dire, mais il hallucine. Et d'ailleurs, ça dépend de l'heure. Parce que si c'est à minuit, je dirais il est somnambule. Si c'est à midi, je dirais il hallucine. Enfin. Alors ça peut être un quart de seconde, vous voyez, je peux chercher le chat et puis me dire, enfin des fois ça peut marcher longtemps. On a des infirmières qui cherchent des souris et des rats en disant, puis des fois on tombe sur une souris. Donc on ne sait pas trop. Mais quand c'est un quart de seconde ou une minute, ça va. Mais il faut savoir que des patients peuvent nous balader. Un patient peut se présenter seul à la consultation, sans témoin. Un patient qui arrive aux urgences, retrouvé sur le bord de la route, déambulant, avec une ecchymose, etc. On a ça, des quantités de patients qui vont raconter des choses qui sont incroyablement plausibles. Et puis, voilà. Et puis en plus, tout le monde s'y met. Donc on a les muses, on a les pompiers. Le rapport des pompiers qui dit que voilà, tout est noté, c'est perdu, ils disent pas, elle a dit que. Elle a fait ceci, elle a fait cela, etc. En fait, c'est un rapport de la patiente. Et puis ensuite, on a l'interne qui en rajoute une couche et qui nous dit non, moi je sais. En fait, pas du tout, elle est passée par là, elle a fait ceci, etc. Et puis, on a une belle observation avec. Et puis 3-4 jours après, on a le fils ou la fille qui débarque et qui nous dit ah ben non, tout est faux. Et quand je dis que ça nous met en retard, je donne un dernier exemple. C'est un patient qui nous a promené, ou en tout cas moi m'a baladé pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire que ce patient qui avait une lésion frontale, en fait, a raconté des choses hyper cohérentes. Il était dans une procédure d'adoption, il avait acheté une maison, il avait un oncle dans le nord de la France, etc., etc. Et il y a la neuropsychologue qui a un petit peu tiqué, etc. Mais on n'avait personne pour recouper. Et puis, c'est le patient lui-même, au bout de 3 semaines, juste avant de partir, qui, au moment de la visite, me dit mais attendez, j'ai l'impression de rêver, là. Et je sais que je vous ai dit des choses, mais en fait, je suis sidéré, parce que tout est faux. Donc, il s'est lui-même critiqué. Tout est faux. Sauf que, mais j'y croyais dur comme fer, quoi. Et en fait, il était traumatisé parce qu'il me disait, mais c'est pas un souvenir, je l'ai vécu, enfin, je sais pas où le mettre. Et donc, moi, si j'avais su qu'il confabulait, j'aurais noté, j'aurais consigné, j'aurais enregistré. Mais tout est perdu. Donc, il m'a promené. Donc, combien de temps, pour finir, faut-il pour reconnaître le rêve dans le délire? Combien de temps faut-il pour reconnaître la vérité, faire la part du vrai, du faux dans une confabulation? Et pour reconnaître finalement la neurologie dans la mythologie, je terminerai avec ça. J'aurais envie de dire que ça peut durer très 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 longtemps, la puissance de l'intrigue. Je vous invite à relire l'Odyssée, parce que voilà, moi je le dis et vous ne me croirez pas. Vous me direz que très bien, c'est une métaphore, etc. Moi, j'en suis totalement convaincu. J'ai relu l'Odyssée parce que ma fille bossait là-dessus, etc. Puis ça m'a intéressé. Et puis quand j'ai commencé à le lire, je tournais les pages, j'ai pris mon crayon, j'ai commencé à noter en fait des trucs qui étaient troublants. Et puis j'ai commencé à noter à toutes les pages. Et il y en avait partout. Et je me suis dit, mais en fait, Ulysse est amnésique. Ulysse, donc je peux pas énumérer que ce soit les confabulations, il donne 3-4 versions différentes, il reconnaît pas les gens, il retourne à Ithaque, il reconnaît pas sa terre, même Athéna se moque de lui, il reconnaît pas Athéna, elle change d'identité en permanence, il se balade d'une île à l'autre et tout ça est pris dans un espèce c'est pris entre le feu de la rétrospection et de prédiction. Vous avez un emboîtement de prédiction et ensuite toute une série de rétrospections, mais au milieu, Ulysse, tout seul, pas de témoin, et qui a baladé l'humanité. Voilà. Ça fait 3000 ans. Voilà, merci.
C'est pas simple. En fait, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait revenir, mais je pense que ça prendrait hyper longtemps. Enfin, et je suis pas sûre de pouvoir être aussi précise et intéressante. Mais peut-être. Bah, en fait, pour nous, c'est un peu facile, c'est-à-dire qu'on peut appréhender un peu n'importe quoi et le transformer. Enfin, je pourrais. Enfin, voilà, je pourrais prendre. On pourrait tout à fait s'inspirer de cas, de patients, et se dire ah, tel comportement, ce serait intéressant à copier, ou ce serait intéressant de faire un parallèle avec le jeu, je pense. Et en même temps, on serait un peu incapable de le refaire exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui me. Enfin, en tout cas, moi, qui me questionne et qui me fait penser à des questionnements qu'on a assez souvent, voire tout le temps, qui est aussi le refaire. Enfin, parce que du coup, nous, notre refaire ou pas est hyper conscient. Et, et c'est un peu. Enfin, ça rend un peu jaloux de se dire qu'il y a des gens qui sont capables de refaire exactement sans aucun effort, je pense. Mais en fait, peut-être qu'on aurait beaucoup de réponses là-dessus. En tout cas, cette question-là, elle, par plein d'angles différents, elle revient beaucoup. Sur comment refaire, et en même temps en sachant que si on le refait au geste près, ça va pas marcher. On l'évoquait, bon là c'est des cas extrêmes de la confabulation, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce jeu du point de vue de la réflexion sur soi, etc. Et on évoquait l'hypnose, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en vous écoutant tout à l'heure, on voit bien que si il y a une attitude au creux du trou de mémoire qui nous met en réflexion complète sur nous. On n'est plus que à composer en fait ses gestes et ses paroles, etc. Et on évoquait la possibilité par une autre opération qui est contre-intuitive de repousser les frontières presque du soi et de se donner un horizon, et qu'on va retrouver dans des approches un peu comme l'hypnose. Tout à l'heure, on parlait même de Actor Studio qui donne une méthode qui m'évoquait vraiment un état de possession, quoi. Ça veut dire en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'Antiquité, il n'y avait pas du tout de frontières entre. Il n'y avait pas de dualisme. Et donc, ils ne jouaient pas au théâtre. Le masque, le fameux prosopone, n'était pas un masque. On était. Et puis, ils utilisaient plein de trucs, l'ivresse, pour être possédés. Et donc, en fait, le sorcier, par tous les moyens possibles, utilisait tous les moyens pour sortir d'eux-mêmes et être en état de possession, littéralement. Et donc, on a l'impression que finalement, nous, je sais pas, ce n'est qu'une question d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de retrouver un espace de jeu? Quand vous parlez des objets, de l'espace, c'est vrai que quand on est en situation où je parle, vous voyez, eh ben, on a un espace, on se donne en fait un espace de jeu, quoi. Oui, je pense que c'est. Après, là, je parle vraiment de mon point de vue, parce que je pense que c'est vraiment un débat, en fait, de quelle part d'intime et de personnel on met dans la représentation. En fait, à quel point, justement, c'est une représentation ou presque une présentation, si on a bien compris que c'était pas possible, mais à quel point c'est une représentation de soi ou vraiment une représentation de quelqu'un d'autre et une mise à distance réelle. Et je pense que c'est aussi des modes, en fait. Dans le théâtre, en tout cas, on peut parler de ça, ou des sortes de cycles où on va un peu se batailler sur à quel point c'est intéressant de puiser dans ses propres souvenirs, dans ses propres expériences, pour essayer de reproduire et reconstruire au plateau ça. Et je pense que l'acteur studio est assez proche de ces méthodes-là. Par exemple, de se dire, on va aller chercher dans nos propres traumatismes pour rejouer, ou penser à la mort de son chat pour pleurer, enfin, des choses comme ça. Mais c'est assez questionné, c'est un vrai débat, parce qu'il y a aussi tout un autre pan qui cherche justement à s'éloigner de cet endroit personnel pour venir nourrir un imaginaire par d'autres biais, ou par justement
une construction hyper consciente d'un personnage, en fait. En passant le moins possible par soi, ou par des biais moins évidents que sa vie personnelle, en fait. Oui. Moi, j'ai une petite question alors pour. On a parlé de flèche. Enfin, vous avez évoqué la flèche du temps à un moment, et vous avez évoqué le fait de courir après la mémoire. Je trouve que ça, c'est fort comme proposition, courir après sa mémoire. Est-ce que la mémoire, c'est un territoire quantique? Ou cette notion, parce qu'on a parlé d'espace et on a parlé de temps, est-ce que la mémoire se joue du temps? Ou l'inverse, je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. J'avoue qu'il y a plein de choses effectivement sur la conscience et tout ce qui est mécanique quantique, etc. Mais je connais pas et je pourrais pas répondre. Mais à quoi je pensais oui, par contre, c'est vrai qu'il y a un problème à mettre le temps. En fait, on a des mots qui permettent de loger des concepts dans le cerveau au même niveau. Et l'impression qu'on a avec Heidegger, c'est que, qui est assez impressionnante, c'est que en fait, si on parle du temps, on peut toujours le réduire à effectivement une chose, encore une fois réversible, etc. Mais il donne une impression vertigineuse. Bon, j'en parle comme un néophyte parce que c'est un truc récent, mais l'impression vertigineuse que en fait non, le temps absolu, c'est pas celui que je peux utiliser de manière réversible, logé dans mon cerveau, comme si j'avais une zone qui pouvait dévoluer au temps, la temporalité, etc. Non, la temporalité, c'est pas quelque chose, la temporalité vécue. On fait pas marche arrière, on peut pas reculer, on peut pas revenir dessus, etc. Et voilà. Donc, ce que je veux dire, pour être plus clair, c'est que il faut pas renverser, parce que moi, j'avoue que il y a une approche neurophilosophique qui me pose problème derrière tout ça. C'est que vous savez qu'il y a un programme de la neurophilosophie qui est très objectivant et matérialiste, qui consiste à mettre le préfixe neuro avant tout, comme s'il était acquis que évidemment c'est neuro et ensuite on développe la philosophie, etc. à partir du cerveau. Donc on s'est donné en fait ce qui reste à expliquer. Et avec Heidegger, voilà, on ne peut pas rentrer là-dedans. On a l'impression que le temps est premier, et voilà, et on analyse le cerveau, on découvre l'hippocampe dans le temps. Et donc, voilà, moi j'ai une objection importante à ce niveau-là, c'est que j'ai l'impression que bon, ça c'est pas trop digresser, mais c'est une espèce de l'explosion des neurosciences sur les dernières décennies. Elle est fondée sur des présupposés qui ne sont pas prouvés. Loger la conscience dans le cerveau, on a peine à penser le contraire, mais c'est pas prouvé. Merci. Moi, je pensais à la mémoire qu'on ne convoque pas. À deux niveaux. Ça m'arrive à moi, donc j'imagine que ça arrive à plein de gens. Pourquoi tout d'un coup on repense à des choses sans avoir convoqué ces pensées-là? Et que ça peut nous déranger. Et les pensées, c'est pas seulement les pensées que je revis des fois, c'est physiquement. Je peux être plongée 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, sans l'avoir demandé. La musique même de l'époque revient, des sensations physiques. Et ça marche comment, ce truc-là? Ça vient d'où? Ces deux notions-là, physique complète, je dirais, et l'autre qui est plus intellectuelle. Tout d'un coup, on repense à quelque chose, à quelqu'un. Pourquoi je pense à Beethoven en ce moment, alors qu'on écoute de la neurophilosophie? Voilà, ça serait un peu ça, quoi. Alors effectivement, on a des réminiscences.
Et elles ont l'air de fonctionner un petit peu, on peut faire une espèce de rapprochement avec le rêve. Quand la vigilance baisse, on a, dans l'endormissement, on a des choses qui viennent. Mais c'est vrai, des fois, on a toujours tendance à mettre les choses au bout d'un raisonnement. Il y a des gens qui ont dit, mais non, on ne fonctionne pas en fonction d'un raisonnement. On ne raisonne pas pour... Et nos certitudes, etc., elles sont premières, et ensuite, le raisonnement vient après. Mais ce que je veux dire, c'est que... voilà, bon, il y a le rêve qui se donne tout seul, et puis dans la journée, on a des réminiscences. On les maîtrise pas. C'est vrai que ça sort tout seul à la faveur d'un mouvement, ou d'une association d'idées. Je ne sais pas si ce que je dis est très consistant, mais en tout cas, il y a un jeu de sédiments. Des fois, juste pour faire un mot, pour dire un mot, c'est que on a l'impression qu'en fait la mémoire, elle est curieuse aussi, parce qu'on sait très bien que ça se sédimente, et donc on a accès aux souvenirs les plus récents, et puis la plus solide, elle est la plus profonde, elle est la plus. Et puis après, on a l'impression qu'avec l'âge, ou en tout cas chez les patients amnésiques, ils perdent les souvenirs récents avant les souvenirs anciens. Et des fois, il y a aussi cette impression très curieuse qu'ils ont ce qu'on appelle l'ekmnésie. C'est-à-dire qu'ils ont un accès au passé ancien plus facile qu'ils ne l'auraient eu s'ils n'avaient pas d'amnésie. Comme si, en fait, la couche de souvenirs plus récents qui est altérée leur donnait accès à quelque chose de plus... mais bon. aussi ce qu'on appelle les indices de rappel dans notre jargon. Et ces indices de rappel peuvent être conscients ou inconscients. Et encore une fois, pour parler de Proust, c'est la fameuse Madeleine de Proust. C'est la mémoire des odeurs est une mémoire qui est extrêmement puissante et qui est sujette à indices de rappel. Un parfum, on peut s'en rappeler pendant des années. Et vous passez à côté de quelqu'un qui porte le parfum de quelqu'un que vous avez connu il y a des années, et vous allez vous replonger inconsciemment dans un état physique et psychique et de mémoire d'une manière involontaire. Je ne vais pas dire inconsciente, mais involontaire. On appelle ça dans notre jargon des indices de rappel. Alors, quand on sait ça, et quand on veut travailler notre mémoire, je ne sais pas si les artistes le font, on se crée des indices de rappel qui peuvent être des objets, des lieux, des textes, des phrases, et qui nous permettent de retrouver l'information. Et ça, c'est une activité consciente. Mais souvent, dans la vie quotidienne, ces indices de rappel sont inconscients. On n'est même pas conscient. Vous avez parlé, l'une de vos collègues a parlé de l'odeur de son sac à dos quand elle avait 2 ans. Eh bien, ça, c'est typiquement un indice de rappel. Oui, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ce qu'on a fait en se racontant en mettant des objets sur le plateau pour pouvoir faire des réminiscences un peu proustiennes avec, quoi. Enfin, on l'a. Oui. Mais ça peut nous arriver de manière totalement... Ah oui, tout le temps. En tant que neurobiologiste, je reste dans la mécanisme. Ah, si. Faut que je repasse devant. Et à l'inverse, on sait expliquer la disparition d'un souvenir assez immédiatement par le trauma et le fait que ça puisse revenir plus tard. Non, je sais. Moi, je n'aurais pas la réponse. Mais en tout cas, quand je disais tout à l'heure que les souvenirs les plus oubliés sont les mieux conservés, on a des fois l'impression que chez les gens qui ont vécu un stress post-traumatique, je ne sais pas si on peut faire le rapprochement, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui ont vécu un traumatisme et qu'il est impossible d'accéder à ce souvenir. Et si par hasard, d'ailleurs, c'est arrivé que j'en vois chez quelqu'un, médecin qui pratique de l'hypnose, etc., ben, sous l'effet de l'hypnose, c'est arrivé qu'on ait, je pense à telle patiente, une situation incontrôlable, quoi. Donc l'hypnose a dû être arrêtée parce qu'en fait, elle rentrait dans une espèce de reviviscence où elle était complètement
Donc, on a l'impression qu'il y a des souvenirs qu'on peut remémorer parce que c'est banal, etc. Et puis, il y a des souvenirs qui touchent à notre identité, qui touchent, etc., à notre intégrité. Et ceux-là, ils ne sont jamais remémorés. Il y a une espèce de chape de plomb. Et si par hasard, on s'amuse à aller gratter de ce côté-là, ce qui ressort, c'est vraiment une reviviscence. Voilà. Alors, on voit ça... ouais, j'ai un autre exemple... vous savez, on ne va pas rentrer dans les trucs un peu ésotériques, mais des trucs qui font un peu peur. Personnalité multiple. On a une patiente qui nous a vraiment impressionnés avec les collègues psychiatres, qui, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qu'elle décrivait, mais c'était vraiment hallucinant. C'était pas du tout une bouffée délirante. Et on a dû admettre que c'était un trouble dissociatif de l'identité. Et quand elle se mettait dans cet état, cette espèce de deuxième état, en fait, elle était d'abord amnésique d'un état à l'autre. Et bref, elle changeait un peu de voix, tout ce que vous connaissez dans les films, etc. Mais elle revivait. Enfin, c'était vécu, quoi. C'était pas, pour le coup, c'était pas du tout une remémoration. C'est des personnes. Enfin, cette personne-là, voilà, c'était vécu au présent. De l'autre côté, l'armée s'intéresse beaucoup au stress post-traumatique, bien entendu, et il y a beaucoup d'expériences qui ont été réalisées ces 10 dernières années, avec notamment l'administration d'anxiolytiques quelques heures seulement après un test post-traumatique, après un stress très, très fort chez les soldats. Et il semblerait que cette administration joue un rôle dans la non-mémorisation du stress vécu. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est mettre une chape de plomb sur un événement vécu qui, à un moment ou à un autre, va ressortir. Mais pour rester mécanistique, il y a une manière d'agir dessus. Mais penser qu'on peut effacer un traumatisme juste en masquant la mémoire est tout de même assez illusoire. Oui, j'avais une question par rapport à la première intervention. J'espère que je n'ai pas été inattentive parce que je vais vous faire répéter. Mais en fait, je n'ai pas bien compris à quoi servait votre expérience avec les rats qui devaient retrouver leur plateforme sur le bord de l'eau. C'est-à-dire à quelle question vous vouliez répondre, à quelle question scientifique vous vouliez répondre, quel problème ça posait. J'ai pas bien compris. En fait, c'était juste pour présenter un test comportemental dans lequel on peut évaluer la mémoire chez l'animal. Donc là, dans ce test-là, on évalue la mémoire spatiale. Après, je vous ai présenté brièvement, par exemple, pour des rats vieillissants, on a deux populations qui se dessinent. Il y a des rats qui arrivent à très bien apprendre et d'autres qui n'y arrivent pas. Après, une fois que vous avez vos deux populations vieillissantes, donc ce qu'on fait en général, c'est des animaux, on récupère les cerveaux et on regarde au niveau cellulaire ce qui se passe. C'est ça les questions qu'on se pose. Après, si vous voulez savoir, par exemple, si la neurogénèse adulte, ce que je vous expliquais dans l'hippocampe, elle est impliquée dans la mémoire, vous avez des souris transgéniques où vous bloquez cette neurogénèse hippocampique, donc vous n'avez plus de nouveaux neurones, vous les passez dans les tests de mémoire et là vous regardez, ça vous permet de voir une causalité entre le rôle de cette neurogénèse et la mémoire. Et là, c'était en général ce que je vous ai présenté. Voilà, c'est un test qui est... Mohamed, tu veux... Et vous faites exprimer, comme elle a dit, un récepteur de jeunesse dans un cerveau vieux chez le rat, et le rat a des comportements amnésiques de jeunes. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à essayer de cibler ces récepteurs de jeunesse pour améliorer potentiellement la mémoire. Donc la question à laquelle on travaille en général en neurosciences, c'est quelles sont les bases cellulaires et moléculaires des phénomènes comportementaux observés. C'est ça la question. Le comportement qu'on observe, que ce soit en clinique, que ce soit chez l'animal, c'est un comportement observé, quantifié, c'est de la phénoménologie de le décrire, mais la question qu'on pose, il se base sur quoi ? Donc on cherche les composantes cellulaires qui gèrent ces comportements. Et pourquoi on les cherche ? Pour pouvoir les manipuler et éventuellement mimer des pathologies ou essayer de corriger des pathologies. C'est ça les questions. Mais c'est effectivement extrêmement mécanistique et ça c'est notre outil qui est aussi notre défaut, c'est que quand on fait ça, on isole un seul composant et on dit est-ce que c'est celui-là ? Parce que c'est très difficile de penser d'une manière plus globaliste. C'est extrêmement difficile. Merci. J'ai vu il y a quelque temps un reportage à la télévision
qui racontait l'histoire d'un homme qui avait vécu un accident de voiture assez grave, choc post-traumatique, qui était devenu amnésique, qui avait passé un certain temps dans le coma, donc on avait vu son amnésie après. Et le journaliste disait que cet homme qui était français s'était mis à parler anglais sans jamais avoir appris l'anglais. Quel crédit accorder à ce genre de reportage ? Non, alors c'est vrai que dès qu'on fait un pas de côté par rapport à une approche rigoureuse et scientifique, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de choses, de spéculations, de rapports. Et là, on a envie de le voir, le patient. Moi, j'avoue que ça me laisse un peu songeur. C'est stupéfiant, comment quelqu'un qui n'a jamais parlé anglais se met à parler anglais. C'est le problème de la clinique, c'est qu'en fait, c'est une relation qui est un peu confidentielle entre le patient et le médecin, et qu'après, on peut rapporter, mais ça nous fait un peu cette frustration aussi. C'est-à-dire, des fois, on rapporte des trucs et en fait, on ne nous croit pas. Merci. Une dernière ? Avant qu'il y ait des regrets. Moi, c'est la dernière alors. Complètement ignorante des sciences du cerveau, mais dans votre exposé, à un moment, donc, vous parliez des troubles de la mémoire qui sont liés, éventuellement avec des altérations au niveau de l'hippocampe. Et quand vous parlez des hallucinations, des comportements, je dirais, déviants, enfin, qui paraissent délirants, est-ce que c'est lié à cette même zone du cerveau ou ça serait un autre état de conscience qui ressort d'autre part ? C'est pas forcément l'hippocampe. Non, ça peut être d'autres régions. Par exemple, les confabulations, là, ce sont souvent des patients, c'est post-traumatique, c'est des lésions frontales. Les hallucinations dont je parlais, c'est ce qu'on voit dans les troubles de la vigilance, maladie à corps de Lewy. Donc, non, ça fait référence à différentes zones. Oui. Merci. Alors, la semaine du cerveau, je remercie beaucoup nos... Qui ont été faits, en fait, par rapport, est-ce que les progrès qui ont été faits par rapport à la captation de plus en plus fine, j'ai l'impression de ce qui se passe justement à l'intérieur du cerveau, est-ce que c'est utilisé en fait par rapport à ces problématiques d'amnésie, de mémoire, de situations particulières de perte de mémoire éventuellement? Et voilà, ces casques-là qui existent depuis des années, mais qui sont de plus en plus précis, j'ai l'impression, ça permet de travailler sur des zones particulières au niveau des soins. Vous en servez ou pas? Vous parlez de la stimulation transcrânienne, c'est ça? C'est ça, oui. Enfin, c'est ce qui permet en fait aujourd'hui, en fait, aussi dans l'interactivité, de piloter par la pensée des objets, etc. Enfin, d'utiliser en fait, je sais pas comment ça se. Et donc, est-ce que la stimulation transcrânienne peut améliorer ou agir sur la mémoire? Les stimulations magnétiques. Alors ça, je sais pas. Je sais pas. Non, par contre, c'est peut-être pas la réponse à votre question, mais sans parler de méthode d'enregistrement ou quoi que ce soit, en tout cas, il y a un hiatus entre la mémoire humaine subjective, celle dont on a parlé, et la mémoire du big data, par exemple, la mémoire numérique. Donc, par exemple, je pense à un collègue qui développe un protocole de détection des troubles amnésiques précoces par des méthodes d'intelligence artificielle qui consistent à recueillir des données sur, etc. Bon, on en a beaucoup parlé. Et, le problème, c'est que finalement, le patient, l'ordinateur qui trace, qui prend toute... c'est le comportement, c'est presque le comportement du patient amnésique. Le patient amnésique, vous savez, il déplace des choses, il note, il renote par-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, la mémoire subjective, la mémoire humaine, ne fonctionne pas exactement comme la mémoire numérique. Et dans le propos que j'avais eu avec ce collègue, on avait même l'impression que c'était presque diamétralement opposé.
Il y a un côté qui est cumulatif d'un côté, mais j'arriverai pas à tirer la conclusion. Mais je ne suis pas sûr que ce soit votre question, la réponse à votre question non plus. En tout cas, notre mémoire, elle est par essence contextuelle, ce qui n'est pas la mémoire d'un ordinateur. Ça y répond en partie, quand même. Enfin, les mémoires, en fait. Alors, la semaine du cerveau, pour nous, n'est pas terminée. On a encore une soirée demain. Là, j'étais bien formé. Hein 20 ans. Donc, on a une soirée aussi demain. Et la soirée de demain, c'est sur l'intelligence artificielle et la psychiatrie, avec un collègue psychiatre, basé sur des travaux de lycéens autour de l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux. Et on va confronter un travail théorique, encadré quand même par un professeur de physique au lycée, avec le point de vue d'un pédopsychiatre sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est utile, par rapport à la question que vous posiez, pour détecter des pathologies psychiatriques? Voilà, donc ça c'est le grand thème de demain soir. Et merci de réserver un grand merci à nos intervenants de ce soir. Et bonne fin de soirée.